Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Marc Gandhi qui va se présenter, qui est qualiticien, entre autres, mais je ne sais pas si je le dis bien, donc je vais lui laisser préciser exactement comment il souhaite se présenter. Mais je souhaite aussi vous faire un petit coucou pour vous dire que le livre aujourd'hui, grâce à Grégoire Gambato, qui en a fait un post hier, est numéro 1 des ventes marketing sur Amazon. Donc ça m'a fait ma soirée, et les commentaires autour du post de Grégoire, si Jérémy peut le mettre dans le chat, les commentaires autour du post de Grégoire sont hyper sympathiques de gens qui ont déjà lu le livre. Donc ça m'a fait très plaisir. On a besoin de ça en ce moment, des bonnes nouvelles, dans un contexte quand même plutôt morose qu'on doit tous partager. On est en attente des décisions qui viennent d'en haut. On en a marre de cet hiver qui n'en finit pas, de ces vaccins qui n'arrivent pas. On va parler d'autres choses aujourd'hui, de marketing, d'expérience client, de qualité, avec Jean-Marc, que je laisse se présenter. Salut Jean-Marc. Bonjour. Alors, donc, je confirme d'ailleurs, entre parenthèses, le caractère extrêmement intéressant de l'ouvrage dont j'ai fait l'acquisition également. Et puis, je vais également mettre mes propres commentaires aussi, a priori élogieux. N'hésite Voilà pas à faire un post sur LinkedIn alors. Ah bah oui, oui. Et voilà, donc pour me présenter rapidement, alors c'est un petit peu atypique dans mes activités. Donc ça fait une vingtaine d'années que je me suis mis à mon compte après avoir occupé des fonctions qui étaient essentiellement à dominante commerciale dans divers milieux. Et puis j'ai voulu voler de mes propres ailes, et donc aujourd'hui j'interviens sur 3 domaines qui pour moi sont des très très complémentaires. C'est tout ce qui est développement commercial des entreprises, notamment PME, etc. Recherche de nouveaux marchés, mais je vais sur le terrain puisque j'aide des entreprises à décrocher de nouveaux marchés, par exemple en négociation avec des acheteurs. Et puis après, il faut que l'entreprise soit autonome. Ça a été ma première activité. Je poursuis encore aujourd'hui, mais j'ai très vite vu également qu'il fallait intervenir sur des aspects de bon management d'équipe commerciale déjà, qu'on puisse avoir des commerciaux, des vendeurs bien encadrés, bien motivés. Activité, je continue aujourd'hui. Management d'équipe, d'ailleurs, c'est pas que le management commercial. Et puis, très tôt, je me suis intéressé, alors que j'étais encore salarié, donc ça remonte à fin des années 80, à un domaine aujourd'hui qui, pour moi, prend de plus en plus d'ampleur, qui est la qualité. Donc, la qualité en termes d'organisation qualité, pour mieux répondre effectivement aux attentes des clients, ce qui est logique, pour aussi pratiquer un meilleur management. Donc voilà, ces 3 pièces de puzzle très imbriquées. Alors pour parler très concrètement, qualité, j'interviens aujourd'hui, ça représente pratiquement la moitié de mon activité. Et j'aide des entreprises à obtenir la certification ISO 9001 notamment, qui parfois a mauvaise presse parce que souvent on l'interprète mal. On a l'impression que c'est quelque chose de compliqué, qui génère de la bureaucratie, qu'on peut plus faire un pas après une fois qu'on est ISO 9001. En fait, c'est un détournement de l'esprit de la norme. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors, je me bats beaucoup pour ça. Parce que le sujet que je souhaite aborder essentiellement avec toi, même s'il y a plein d'autres sujets qu'on peut aborder ensemble autour du commercial, autour des enquêtes de satisfaction, etc. Il y a un vrai sujet qui m'intéresse, c'est le point commun ou les éléments qui lient la notion d'expérience client à la notion de qualité, et comment les deux fonctionnent ensemble et comment les deux devraient être mieux intégrés potentiellement. Avant cela, moi, ce que je vous propose, c'est de vous partager une petite vidéo sur l'acquisition strategy design. C'est pas directement au cœur du sujet, mais la méthodologie qu'on utilise dans l'acquisition strategy design, qui consiste à bien comprendre les parcours d'achat, et la méthodologie aussi sur laquelle on travaille pour le bouquin suivant, Customer Experience Redesign, dans laquelle on travaille sur l'expérience client, mais ça passe aussi par une compréhension fine du parcours client propre à votre entreprise. Donc, on va avoir des similitudes dans les méthodes, et puis ça nous permettra aussi de parler de la notion
d'enquête de satisfaction suite à cela. La vidéo dure pas longtemps, comme ça, on repart dans la discussion. Pendant la vidéo, s'il te plaît, Jean-Marc, il faut couper ton micro, sinon ça fait des bugs. À tout de suite. Parce qu'il n'existait pas de méthode simple et structurée pour construire son plan marketing, et encore moins pour coordonner l'ensemble de sa stratégie d'acquisition en incluant aussi les ventes et la communication, nous avons inventé l'acquisition stratégie design. Une approche systémique centrée sur l'évolution du client tout au long de son parcours d'achat qui permet d'améliorer le ciblage et la compréhension client, d'organiser et d'aligner ses équipes marketing, communication et vente, de définir et de prioriser ses actions et ses investissements d'acquisition client. La méthode acquisition stratégie design plan marketing nouvelle génération se déroule en 4 étapes. 1. Avec le canevas d'acquisition, vous vous posez les bonnes questions pour vous mettre à la place de votre client. 2. À partir des réponses aux questions formalisées de façon détaillée, les étapes de maturité du client, avec les actions qu'il réalise pour franchir ces étapes et les émotions qu'il ressent tout au long du parcours. 3. Une fois ce travail réalisé, identifiez les bons canaux pour toucher le client en fonction de chacune de ces actions. Listez toutes les actions d'acquisition que vous pouvez mettre en place, avec les bons indicateurs intermédiaires, les équipes responsables de l'action et les outils et supports nécessaires. Enfin, priorisez vos actions et construisez votre plan d'acquisition complet. Retrouvez la méthode pour construire son plan d'acquisition et toute la cartographie de l'acquisition détaillée dans le livre Acquisition Stratégie Design Plan Marketing Nouvelle Génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente. Par 1 minute 30, Publishing. Oui, ben voilà, la petite promo est faite et effectivement dans le prolongement de ce livre, on est en train de travailler sur un livre sur l'expérience client. Il y aura aussi un canevas pour bien identifier ses clients, pour structurer la vision du parcours client et travailler derrière sur ce qu'on peut faire pour enlever les irritants et aussi réenchanter chaque étape de la relation. Il y a un autre livre sur lequel on travaille qui va, lui, plus loin que l'acquisition sur la dimension processus commercial directement, qui va s'appeler Journey-Based Selling et qui est aussi sur cette notion de parcours, mais beaucoup plus au moment du one-to-one entre le commercial et son client. Et donc, on aide les équipes commerciales à structurer leurs différents rendez-vous R1, R2, R3 en donnant de la méthode pour ça, pour bien qualifier, pour récupérer les bonnes infos, pour raconter les bonnes histoires, pour présenter les bonnes choses, pour bien traiter les objections, etc. C'est 2 livres où je serais ravi de te faire participer, Jean-Marc. Avant cela, merci. Tu évoquais un sujet sur les enquêtes de satisfaction et les enquêtes en général. Qui était un point que tu voulais qu'on aborde, je te laisse l'introduire. Tout à fait. Alors, je crois que là, on touche à quelque chose de sensible, tellement sensible que c'est ce qui a d'ailleurs déclenché mon attrait également pour l'écriture d'ouvrages pratiques. J'avais sorti un premier ouvrage là chez Afnor Éditions qui était fiabiliser ses études de marché, ses enquêtes de satisfaction. Donc là, j'y vais très fort, mais c'est un peu mon naturel aussi, un peu provocateur parfois. J'hésite pas à dire que 80% au moins des études de marché ou des enquêtes de satisfaction passent à côté de la plaque, à côté de la réalité. Donc, ce qu'on constate, c'est que très souvent, que les méthodes classiques, souvent un peu quantitatives, on va dire, on se focalise sur énormément de réponses. Je vais prendre le cas simplement des études de marché, parce que c'est quand même important de pouvoir après offrir un produit, un service, etc., tout ce qui l'accompagne, qui répond aux attentes des clients. Et malheureusement, donc on fait de la quantité de questionnaires, des moyens très différents, même aujourd'hui sur des plateformes digitales, mais on passe à côté de la réalité, c'est-à-dire qu'on confond souvent un besoin potentiel et une demande réelle. Là, c'est bien, j'ai trouvé une rime là entre voilà. Et si tu dois mettre le doigt sur ce qui ne marche pas, pourquoi quelle est la critique principale
C'est dans l'intitulé des questions, c'est dans le, c'est dans le. Ça va même au-delà. On a quelqu'un d'Opinionway qui vient bientôt dans un de ces webinaires, donc on pourra. Ah, ce sera très intéressant. Très intéressant. Alors, c'est le problème du déclaratif, on pourrait dire, c'est-à-dire que dans la plupart des techniques habituelles d'études de marché, on fait témoigner, répondre les gens, mais sans tenir compte de phénomènes psychologiques de fond qui font qu'en fait les gens ne répondent pas réellement sur leurs intentions. Alors, en partant de l'idée, bien sûr, qu'on sort le produit ou le service dans les conditions qu'on a évoquées dans l'étude de marché, parce que évidemment, si on double le prix par rapport à ce qu'on avait vu dans l'étude de marché, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un écart. Non, non, là, je parle vraiment d'études où on sort le produit ou le service dans les conditions prévues. Et le problème, c'est que on ne met pas suffisamment les personnes interrogées en situation par rapport à la future offre. On les interroge de manière un petit peu trop théorique. Donc, une des premières règles d'or, c'est mettre en situation. Moi, je dis, il y a 3 règles d'or quand on veut fiabiliser une étude de marché. C'est aussi d'abord d'être le plus possible en contact direct avec les gens face à face et puis de leur faire comprendre, de leur faire passer le message. Ce que j'attends de vous, le service que vous me rendrez, c'est de vraiment me répondre ce que vous avez dans la tête, en toute franchise. N'ayez pas peur de me choquer, etc. Vous avez besoin, c'est un phénomène psychologique très courant. Les gens édulcorent leurs réponses. C'est ce que dit Séverine aussi dans le chat, c'est l'importance de faire du quali et pas que du quanti. Oui, tout à fait. Et ce dont on va parler avec l'intervenant d'Opinionway, lui, il est en train de travailler au sein d'Opinionway, j'ai pas son nom, mais Jérémy me le donnera peut-être, sur comment enrichir la partie étude avec de la data. Et de la data concrète qu'on récupère sur le site, qu'on récupère sur le comportement des utilisateurs. Donc, plutôt que de leur poser des questions déclaratives hors contexte, on va leur poser des questions beaucoup plus contextuelles. Moi, il y a un sujet là-dessus sur lequel je m'insurge beaucoup, c'est les enquêtes de satisfaction, et t'en parlais un peu, qui se multiplient dans tous les sens. On est harcelé maintenant par des mails où on demande de noter de 1 à 5, etc. Ça devient une forme de cache-misère de l'expérience client parce qu'on mesure, on dit qu'on a fait le job alors que c'est pas ça qui est intéressant. On a plein d'autres moyens aujourd'hui de savoir si un client est satisfait, ne serait-ce que de surveiller les réseaux sociaux, ce qu'il raconte en positif, en négatif, etc. pour ne pas avoir à embêter les clients systématiquement avec des enquêtes. Et typiquement, je trouve qu'on a trop d'enquêtes de satisfaction aujourd'hui qui ne sont pas utilisées, qui n'apportent rien à part rassurer les marketeurs sur le fait qu'ils font bien leur travail, mais qui au passage dégradent l'expérience client parce que c'est trop systématique et prise de tête d'avoir des piles de mails qui s'enchaînent de t'as pas répondu à mon enquête, etc. quoi. D'autant plus, ça frustre souvent les gens parce que on a aujourd'hui une multiplication d'expériences clients qui sont pas bonnes. Il y a une dégradation très nette, on peut en parler après, surtout venant il faut le dire, des grosses entreprises, des grosses structures. Et puis avec ça, on va balancer des questionnaires et il y a une réaction exaspérée des gens de dire il y en a marre de ces questionnaires. Moi, je préfère que d'abord spontanément, on me respecte en tant que client, j'ai en face une offre de qualité. Ça, c'est important. Et puis alors, moi, je dénonce aussi ces enquêtes de satisfaction, carrément aussi des dérives. On le voit tous, où on est incité insidieusement à mettre des super notes. Si on se décale vers des notes à partir de 9-10, on a un smiley super souriant, on a des couleurs dans le vert, alors que si on note déjà 6-7, ça se dégrade. Il y a des petites manipulations qu'on trouve chez dans beaucoup de questionnaires de satisfaction. Ouais, tout à fait. Voilà.
Et là aussi, peut-être qu'il vaut mieux en faire beaucoup moins. Alors déjà croiser avec d'autres renseignements, hein, de la data qu'on peut récupérer. Mais moi, ce que j'incite là encore, comme pour l'étude de marché, c'est arrêter de faire de la grosse quantité qui rime à rien. Alors c'est vrai que officiellement on peut appliquer des traitements statistiques, mathématiques, et on va se rassurer soi-disant avec ça, alors qu'on est à côté de la plaque. Je conteste pas les maths, je conteste pas les statistiques, mais si on les applique sur des données faussées, c'est parce qu'on met des maths ou des stats là-dessus qu'on aura de bonnes réponses. Hein. Alors, en enquête de satisfaction, moi je considère que ça peut être important quand même de conserver un certain nombre de contacts, d'aller interroger un panel de personnes, mais en mode qualitatif. Et puis là encore, en demandant, en insistant bien sur le fait que c'est la franchise des réponses qui va nous servir hein, en tant qu'entreprise. Voilà, c'est ce qui va faire plaisir à l'enquêteur. C'est pas des réponses édulcorées. Donc ça doit être un outil de progrès. Et puis il faut reconnaître que cette multiplication d'enquêtes de satisfaction peut être aussi une dérive, mauvaise interprétation justement des systèmes de management de la qualité, notamment la norme ISO 9001, qui effectivement dans ses exigences demande qu'on mesure les attentes des clients régulièrement, c'est logique. Par contre, on n'est pas obligé de le faire par des enquêtes de satisfaction, contrairement à ce que pensent beaucoup d'entreprises certifiées ISO 9001. Et puis, on peut le faire par enquête, mais si on le fait par enquête, il faut les faire bien. C'est la logique. Il s'agit pas juste de dire, ah bah tiens, je respecte une des incitations de la norme, voilà. Parce que trop souvent, l'ISO 9001, c'est, on veut avoir le certificat, mais derrière, on n'a pas une démarche qualité sincère. Dont on reparlera peut-être après. Pour aller plus loin, c'est pour toi, qu'est-ce qui est accepté par la norme comme alternative aux enquêtes de satisfaction? Là, il y a toute possibilité. Donc, il faut savoir que la norme ISO 9001 est un cadre général. Donc, il y a des points de passage obligés. Et puis après, le reste, il y a une très grande liberté des entreprises. Alors, sur la mesure de la satisfaction, c'est un point de passage obligé. Après, ça peut se faire par un relevé de plaintes clients, mais aussi de témoignages positifs, hein, parce qu'on pense tout de suite au négatif. Ça peut être des retours de produits non conformes, etc., etc. Donc, on peut avoir différents moyens de montrer à l'auditeur qui vient auditer, c'est la première fois quand on veut être ISO 9001 ou au bout de 3 ans quand on veut renouveler la certification, l'auditeur c'est un point, auditeur donc pardon, on appelle ça tierce partie, hein, un organisme extérieur, c'est un point qui va vérifier est-ce que vous mesurez régulièrement la satisfaction client, les attentes clients. Après, vous êtes libre de me montrer les techniques que vous utilisez. Donc, ça peut être effectivement des recueils d'informations hors enquête de satisfaction. À partir du moment où c'est bien fait, on répond aux exigences de la norme. Ouais, et puis qu'on ait un dispositif qui soit répétable, qui permette de suivre une évolution, tout à fait. Que ce soit sur les plaintes, que ce soit sur les retours, que ce soit sur les témoignages positifs. Oui. On n'a pas besoin de systématiser ces notes sur 5 étoiles ou chez NPS à tire-larigot pour suivre l'évolution de cette satisfaction. Je vais même prendre un petit exemple, juste en 30 secondes, très concret. J'ai eu le cas d'un restaurant qui a voulu, au-delà des étoiles, là ils n'adhéraient pas trop au système des étoiles, un peu trop lourd, qui s'est fait certifier ISO 9001. Donc c'est deux associés, un restaurant tout à fait classique. Là, la mesure, c'est le livre d'or. Hein, ils ont un livre d'or qui est bien mis en évidence, où les clients peuvent mettre des témoignages positifs, comme des déceptions, des plaintes. L'auditeur qui est venu auditer le restaurant, c'était sa première certification, a estimé que c'était suffisant. C'était très bien fait, c'était bien mis en évidence, le livre d'or. Voilà, ça peut être une manière de recueillir la satisfaction, la non-satisfaction des clients. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est un dispositif volontaire, non intrusif. Oui. On est dans l'inbound et pas l'outbound, donc c'est parfait. Ouais. Pour aller un peu au-delà justement sur la qualité, les normes qualité et le lien avec l'expérience client.
trop souvent, on en parlait un peu avant, on dénonçait un peu les marketeurs hors sol, Ouais. mais il y a aussi les qualiticiens hors sol. Ah oui, Et ceux qui tout à font de la fait. qualité pour la qualité, et Ah il y a oui, ceux qui font du marketing pour le marketing, sans que les uns pour repeindre les choses de la couleur qu'ils aimeraient être, alors que derrière la maison est fissurée, ou les autres pour continuer à travailler sur des choses qui n'intéressent pas les clients et qui sont pas visibles du client. Euh, Comment tu réconcilies marketeur et qualité? Comment tu réconcilies un travail qui soit réellement efficace pour l'expérience client et pas seulement pour dire qu'on est joli, mais pas seulement aussi pour faire de la qualité pour la qualité. ouais. Alors c'est une question qui est pas complexe, mais où il y a plusieurs aspects à aborder. Alors d'abord, une première chose qu'on peut constater, que personnellement je dénonce beaucoup, mais je suis pas le seul à le faire, c'est qu'on a aujourd'hui une dérive du marketing, de la communication, notamment dans les grandes entreprises, dans les grandes structures. Hein. Aujourd'hui, effectivement, on peut dire qu'on a souvent un marketing et une communication hors sol. Hein. On a des gens qui sont de plus en plus experts en marketing, hein, ça je le conteste pas, hein, des gens qui sont très très bons dans leur domaine, en communication, etc. Tellement bons qu'on crée un fossé entre les messages qu'on délivre au client et puis la réalité que vit le client. Et moi, j'ai tendance à dire que plus on entend parler d'expérience client, plus c'est mis en avant par certaines entreprises qui vont communiquer sur l'expérience client, le parcours client. On va dire qu'on est customer centric. Plus on entend ça, plus souvent, c'est la grande misère derrière sur la qualité réellement perçue par le client. Alors, on peut pas jeter la pierre aux gens du marketing. Ils font leur travail, ils le font parfois On a très fait bien. tout un webinaire la semaine Voilà. dernière avec Philippe Guillonec et Patrice Lobinia sur le marketing zéro, sur le fait que la perception du marketing était mauvaise, avec des gens qui Oui. disaient ça c'est du marketing, mais avec un Ah côté oui. L'expression dénigrement. terrible. Et, Terrible, tout ça, et c'est ça du rejoint ce que tu marketing. dis, ce Ah oui. décalage entre ce qui est affiché ou la manière dont on a été harcelé ou cherché et la réalité de l'expérience. Et, Euh, et on peut pas accuser forcément les gens du marketing. Alors, et c'est vrai que des fois, ils peuvent avoir une part de responsabilité s'ils ont une grande autonomie, mais c'est plus une part de responsabilité énorme de direction d'entreprise qui sont elles aussi un peu hors sol, hein, et qui poussent à la surenchère. On survend aujourd'hui énormément de produits, de services, etc., de parcours clients. Et donc, à mon avis, historiquement, on n'a jamais eu un aussi grand fossé en moyenne. Bon, après, je nuance, c'est plutôt dans les grandes entreprises et grandes structures qu'on a ce fossé entre les promesses clients puis la réalité. L'image très simple, c'est le que très disait beau. Renaud sur, il ne s'agit pas de rassurer les marketeurs Ouais, par rapport aux enquêtes de satisfaction, mais vraiment ouais, rassurer les dirigeants. Et ah c'est ouais. eux qui sont effectivement souvent à l'initiative de ce fossé, quoi. Tout à fait. Et qui vont faire pression aussi sur le marketing, sur les communicants, parce que quand je suis souvent en contact avec eux, effectivement, ils réalisent bien qu'il y a ce grand écart, mais souvent, moi, j'entends dire, oui, mais on n'a pas le choix, c'est vraiment la politique de la direction. Hein. C'est vraiment l'image au pied du sapin de Noël, hein, du gamin. Il y a un magnifique cadeau, enfin, l'emballage est super, extraordinaire, et puis le gamin ouvre l'emballage, et puis c'est la babiole à quelques centimes d'euros, là, très très décevante, un petit jouet qui va casser dans l'heure qui suit. Quoi. Voilà, c'est un peu ça, ça devient un peu ça. Alors, on peut pas généraliser à 100%, et ce que je remarque, c'est que les PME et les TPE, elles sont souvent dans une logique plus saine. Le marketing qui est pratiqué, alors certaines font même brasser le marketing, mais le marketing pratiqué va être plus en cohérence avec ce que vit le client. Parce que c'est non seulement la qualité du produit ou du service fourni, hein, suivant qu'on est dans industriel ou de la prestation de service, mais c'est aussi toute la qualité du relationnel avec le client, du parcours client, hein, quand je parle de qualité. C'est cet ensemble-là. Là-dessus, je te rejoins. Moi, ma conviction aujourd'hui, et on est en train d'écrire un livre là-dessus avec Pierre Menant sur une organisation centrée client, et j'ai déjà fait une tribune sur l'idée de supprimer les directions marketing, c'est que le marketing ne doit plus être concentré dans une direction qui devient d'ailleurs de plus en plus hypertrophiée et qui s'occupe de plus en plus de choses,
mais doit devenir la colonne vertébrale de l'organisation avec les objectifs qui sont portés par tous, de l'acquisition, de l'expérience et de la création d'offres. Et ça, c'est important. J'aimerais te faire revenir sur la qualité. Oui. Et on a parlé des marketeurs hors sol. Des qualiticiens hors sol. Qualiticiens hors sol. Et avant cela, quand même, on a quelques questions dans le chat. Il y a Christelle qui nous dit, qui met un commentaire négatif dans un livre d'or. Est-ce qu'il n'y a pas un biais? Et elle pose aussi la question de savoir si les avis Google peuvent être pris en compte par la norme. Et puis, pendant ce temps-là, je lis les questions de Corinne et de Séverine. Alors, là-dessus, on peut y répondre. Alors, il est clair que ce soit un livre d'or, que ce soit des avis Google, etc., ça suffit pas on n'a rien de scientifique dedans. Suivant la manière dont l'information est recueillie, on peut se dire que c'est un indice. Hein, si on se place du côté auditeur qui vient par exemple certifier l'entreprise. Donc après, ça sera plutôt un faisceau d'indices, c'est-à-dire qu'on a intérêt à pouvoir fournir, montrer qu'on a différentes sources qui nous reviennent et qui semblent converger. Par contre, après, aller dire on a 89% de nos clients qui se disent satisfaits ou très satisfaits, ça rime pas à grand-chose. Voilà, après, c'est une tendance. Mais ce qu'il faut, voilà, un élément de réponse qu'on peut donner. Il n'y a aucune méthode absolument scientifique pour recueillir l'information, et tout dépend aussi quand même de la bonne volonté de l'entreprise, parce que là, on va parler de qualité. Ce qui est extrêmement important quand on veut mettre en place une démarche qualité, qui soit en bout de chaîne certifié ou non, hein, parce qu'on peut faire de la qualité sans viser l'ISO 9001. Hein. Là aussi, on va expliquer en 2 mots ce que c'est. Il y a 2 façons. Moi, je vois des entreprises, hélas, une majorité d'entreprises qui sont pourtant certifiées ISO 9001. En fait, c'est juste le certificat qu'elles visaient. Il n'y a pas un état d'esprit profond de qualité, une volonté d'utiliser la norme pour progresser, c'est juste avoir le diplôme au bout. Alors après, toutes les exagérations, toutes les dérives, toutes les triches sont possibles, notamment en matière d'enquête de satisfaction. Et on peut arriver à tromper l'auditeur le jour de l'audit. C'est la même image que on passe son permis de conduire, on vise que l'obtention du permis, et puis le lendemain, on conduit n'importe comment. Et on ne cherche pas à améliorer ses pratiques de conduite. Ça, il faut le savoir. Donc, dans les entreprises qui sont ISO, il y en a une minorité où il y a la véritable philosophie que voudrait la norme, et puis d'autres, voilà, c'est un vernis, c'est un semblant, ils ont réussi à passer l'audit. Ça, c'est une petite remarque que je voulais faire au passage. Là, on peut revenir sur les qualiticiens hors sol et ce qui se passe éventuellement, à moins qu'il y ait d'autres questions auxquelles… Non, vas-y. Alors, tu n'as pas directement répondu sur le livre d'or et comment il peut introduire un biais. Alors, oui, ça peut effectivement introduire un biais, comme dans toute mesure de satisfaction. Le biais, ça peut être que le restaurateur ou ses associés, ses employés, déjà soient juste à côté de la personne qui remplit. C'est ce qui est donc, souvent, voilà, tout simplement. Là, on a un biais terrible. Alors, si on cherche à progresser intelligemment en qualité, par rapport aux propos que je viens de tenir à l'instant, ça sera qu'à ce moment-là, ce livre d'or, on le mette dans un endroit un petit peu discret. Par contre, on incite toutes les personnes à le remplir, mais on va pas surveiller ce qu'elles mettent. On va pas forcément exiger que les gens mettent leur nom, parce qu'il y en a qui oseront pas mettre leur nom s'ils reviennent, surtout s'ils reviennent dans le restaurant. Ils vont pas oser dire, tiens, ce coup-là, c'était vraiment pas bon. Bon, par contre, j'y reviendrai quand même après, mais je veux pas laisser mon nom parce que je veux pas choquer. Voilà. Après, c'est du bon sens. Je crois que la qualité, quand on veut vraiment faire de la qualité, il faut pas le faire pour les galeries, faut pas le faire pour le certificat. C'est qu'on est sincèrement convaincu au niveau de la direction, mais de haut en bas de l'échelle, que c'est un outil de progrès. Et que c'est avec ça qu'on aura après, une bien meilleure fidélisation client, parce qu'on va sur une vraie qualité, pas une qualité de vernis, j'allais dire, de vernis de surface. Alors justement, voilà, on peut revenir à l'ISO, à la qualité, et puis éviter le travers des qualiticiens, parce que ça, je peux en parler également. Ce
que dit Christine, pour aller plus loin, l'obtention d'une certification est aussi parfois juste un biais pour se faire référencer versus des prestataires qui ont une vraie philosophie, mais pas de diplôme. Ouais. Alors effectivement, moi je vois des entreprises, notamment dans des petites boîtes, qui ont des entreprises qui n'ont pas la pression de couteau sous la gorge du client, parce que des fois c'est souvent des clients professionnels en B2B que du jour au lendemain on peut s'entendre dire bon, soit sous 6 mois vous êtes ISO, soit on travaille plus avec vous. Alors ça c'est un peu l'aspect on va dire négatif, mais dans certaines PME on va pas du tout vers l'ISO du tout, ou vers d'autres normes, mais par contre, on pratique la qualité en profondeur, sincèrement. Donc, la certification n'est pas forcément une finalité en soi. Elle peut donc être très, très souvent dérivée, détournée de son esprit. Alors, est-ce qu'on parle à ce moment-là un petit peu, mais en termes très rapides, pour expliquer l'ISO, les pièges dans lesquels ne pas tomber et éviter le phénomène qualiticien? Ouais. Et puis après, voir, tu peux aborder ça et puis aussi nous indiquer les parallèles qu'il y a entre l'ISO et l'expérience client. Oui. Entre la qualité et l'expérience client. Et d'ailleurs, ça fait lien, ça explique pourquoi, quand je me suis présenté, j'ai évoqué le fait que je suis sur le commercial, l'amélioration des pratiques de management d'équipe et puis la qualité ISO, parce que pour moi, c'est un tout lié. Alors, il y a des gens qui sont experts sur la norme et qui font que ça, qui sont consultants en qualité. Alors, on peut dire qu'ils appartiennent parfois à la famille qualiticien. Alors, certains sont très bons, il n'y a pas de problème, je ne vais pas aller cracher dans la soupe, mais d'autres, si on est uniquement sur la qualité, en oubliant au final qu'il y a un client, en oubliant que la qualité de fonctionnement d'une entreprise, c'est aussi la qualité, par exemple, du management pratiqué, on est à côté de la plaque. Alors, pour évoquer, bien comprendre ce qu'est cette norme ISO qui se développe de plus en plus, là, on a vraiment un accroissement du nombre d'entreprises, notamment dans les services, alors qu'à l'origine, c'était un petit peu plus industriel, et notamment les PME. Pour essayer de faire simple, c'est quelque chose qui est très complet, très profond. Cette norme ISO 9001, elle vise à attester que des entreprises ou des administrations, pourquoi pas, même certaines grosses associations, ont un fonctionnement interne qui est, comment dire, travaillé, étudié, un fonctionnement interne qui fait que on va effectivement se préoccuper réellement de la qualité perçue par le client, mais on va pas regarder juste la qualité finale du produit ou du service. Parce que ça peut correspondre à des labels. À un moment, on peut obtenir un label. Et puis, par contre, si derrière, on n'a pas une qualité interne de fonctionnement, à un moment ou à un autre, on risque de déraper. Je vais prendre un exemple tout simple. Si on a, par exemple, une mauvaise ambiance interne à l'entreprise, des gens qui managent mal, on va voir un turnover qui risque d'augmenter, de l'absentéisme, etc. Et on peut être sûr, à un moment ou à un autre, qu'on va voir des ratés par rapport aux clients, pris au sens commercial du terme. À un moment donné, ça va déraper. Alors, quand on est sur l'ISO, ce qu'on cherche, c'est vraiment à optimiser tout le fonctionnement de l'entreprise à tout niveau. Donc, on va tout examiner, la manière dont l'entreprise est dirigée, la manière dont l'entreprise, je sais pas, gère ses achats, si on maltraite ses fournisseurs, qu'on leur met tout le temps une pression absolument exagérée, etc. À un moment donné, on risque d'avoir des retombées sur les achats qui peuvent se répercuter sur le client. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de très profond. Je compare souvent, par exemple, si on achète, mettons, un véhicule d'occasion, le futur acquéreur du véhicule, il peut se contenter un peu de faire un tour du véhicule, regarder s'il est à peu près en bon état, faire un essai quand même de véhicule, mais on peut essayer de faire un examen beaucoup plus profond. On va regarder, alors là, il va peut-être avoir un ami mécanicien, etc. On va regarder tout ce qui est interne, parce que ça augmente les chances qu'on fasse pas une mauvaise acquisition. C'est un petit peu ça, l'ISO. C'est-à-dire que là, on va tout creuser, et donc pour maximiser les chances qu'on ait au final un bon produit, un bon service, une bonne expérience client. Et tout compte pour ça. Même des aspects qui pourraient sembler secondaires, de type, je sais pas, une mauvaise ambiance interne, ça pourrait sembler secondaire au regard du client qui à la limite en a pas grand-chose à faire. Mais si, ça va forcément avoir des conséquences un jour ou l'autre.
Voilà, Et c'est le principe. à ce titre, dans notre réflexion sur l'organisation, pour nous, la direction de l'expérience, c'est pas de l'expérience client, c'est de l'expérience au sens large, et donc expérience client, collaborateur, partenaire. Et cette direction-là a pour mission de satisfaire tout le monde et de faire en sorte que tout le monde soit heureux. Et c'est avec des clients heureux et des collaborateurs heureux que ça fonctionne. Il y a un bouquin très connu que je suis sûr tu connais, auquel tu fais référence indirectement. C'est le Employee First, Customer Second. Ah oui, qui a Mélie de Chevet. Je sais pas quoi, j'ai oublié son nom et peut-être Jérémy peut le retrouver. L'auteur, c'est Vinit Nayar, je crois. Vinit Nayar, ouais, tout à fait. Et qui dit que, comme tu viens de le dire, les clients seront heureux si et seulement si les employés sont heureux. Et il faut d'abord se concentrer sur les employés pour que les clients le soient. Oui. Et ça va au-delà puisque la norme ISO 9001, dans la dernière version, qui est la version 2015, évoque non seulement la notion de client, mais la notion de partie prenante. C'est un terme qui est officiel dans la norme. On doit se préoccuper des relations de toutes les parties prenantes. Alors, c'est expliqué après dans la norme, parce que la norme a une terminologie un peu savante. Les parties prenantes, c'est les collaborateurs, c'est les fournisseurs aussi. On ne doit pas faire n'importe quoi avec ses fournisseurs. Ça peut être aussi avec tous ces partenaires, y compris des partenaires un peu obligés, comme, je sais pas moi, l'URSSAF, le fisc, une entreprise qui fraude intentionnellement. Elle ne respecte pas l'esprit qualité profond qui peut aboutir au fait qu'on soit certifié ou non. Donc, c'est vraiment un ensemble très, très complet. En fait, c'est l'idée que tout se tient derrière et que à la fin, on a effectivement des répercussions sur le client. Alors, on peut avoir effectivement une vision court-termiste où une entreprise va arriver à peu près à servir, à fournir un produit, on va dire, à peu près de qualité, correspondant aux attentes du client, ou un service à peu près de qualité. Je prends un exemple très simple. Un hôtel peut avoir 2 étoiles, bon, 3 étoiles. Tiens, on va prendre un hôtel 3 étoiles. Donc, le client peut effectivement se dire, oui, l'hôtel mérite bien ses 3 étoiles, il n'y a pas de problème, la chambre est en mètres carrés, il y a tel équipement dedans. Par contre, ce qui peut se passer, le client ne voit pas, c'est qu'il a fallu pour livrer la chambre propre au client, parce que ça fait partie quand même dans les étoiles, on s'attend à recevoir une chambre qui a été nettoyée, un ménage bien fait, qui ne même pas de poussière dans les angles, à 3 étoiles, j'imagine. Par contre, il se peut que le personnel chargé du nettoyage soit littéralement mal traité par la direction, sous-payé, et qu'au final, pour livrer la chambre propre, il faut faire 3 fois le boulot. Là, on a une non-qualité manifeste. Donc ça, c'est au sens système de management de la qualité, tel que le définit la norme ISO 9001. Là, on a un problème de fond. On peut dire, mais vous allez dire, peut-être, mais où est le problème, puisque le client a sa chambre propre. Ouais, mais allons juste un petit peu plus loin, vous aurez tout compris. C'est que on est obligé de faire un contrôle final sur le nettoyage. Peut-être de refaire faire parce que ça va pas bien du premier coup. Et si jamais à un moment on a une faille dans le contrôle final, la personne qui contrôle avant livraison des chambres au client, elle est absente ou il y a un dérapage à un moment, qu'est-ce qui va se passer? On livre une chambre qui est pas propre au client. Et ça donne toute la philosophie de ces systèmes de management de la qualité. Ce qu'on doit tout regarder. Et voilà pourquoi je disais, par exemple, le management des gens. Moi, en pensant qualité, moi, j'ai quand même pas nécessairement une bonne image. Moi, je suis ingénieur de formation. La qualité est un vieux sujet. Quand j'étais en école, en 93, 96, on parlait déjà beaucoup de qualité. Et j'ai perso une image assez poussiéreuse de gens tatillons, très perfectionnistes, qui s'intéressent pas beaucoup aux clients, qui s'intéressent pas beaucoup au reste des problématiques de l'entreprise et qui veulent en revanche que les cases soient cochées, que le truc soit respecté et que une pile de papier soit remplie. Je partage à 100% ta remarque, ce constat, et malheureusement ça existe encore. Et c'est pas la qualité. Mais comment alors est-ce que c'est le terme qu'il faut changer? Est-ce que c'est l'approche? Moi, je trouve que moi, je me bats beaucoup contre une mentalité française aussi très perfectionniste. Oui. Moi, je sais que quand j'ai fait mon service militaire, j'étais à l'ambassade à Prague.
et on me disait, à l'époque, on n'avait toujours pas vendu de Rafale et on a mis quand même encore 10 ans pour vendre des Rafales. Moi, c'était en 96, j'étais à Prague, et tout le monde disait le Rafale est un super avion, mais il est trop parfait, trop cher, alors que les F-16 américains sont beaucoup moins chers et plus proches du marché, etc. Comment on retrouve l'essentiel dans la démarche qualité, ce que tu défends, l'essence, à savoir d'avoir une bonne expérience, que tout le monde fonctionne bien pour faire de la vraie qualité et pas juste remplir des cases. Oui, alors ça c'est un des travers gigantesques de nombreuses entreprises qui sont pourtant certifiées, suivant des normes. Bon, la plus courante c'est ISO 9001, par contre il en existe d'autres. Je sais pas, les entreprises travaillent pour le secteur automobile, il y a une autre norme qui est... Bon, on va parler d'ISO 9001 parce que c'est la plus connue. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est détournée la plupart du temps, quand on examine le cas des entreprises qui respectent juste les apparences, c'est un détournement de fonds parce que la réalité, c'est qu'on doit surtout pas confondre ces systèmes de management de qualité, cette norme ISO 9001 avec par exemple de la procédure partout. Or, il y a beaucoup d'entreprises, pour elles, c'est la solution de facilité. On ne veut pas se remettre en cause profondément. Par exemple, on ne veut pas remettre en cause la manière dont la direction assume sa direction dans l'entreprise, parce que là, on peut avoir des ratés. Des fois, franchement, une direction, il y aurait des choses à améliorer. Et ça, on le met sous le tapis parce que c'est trop gênant. Ou des aspects qu'on évoquait tout à l'heure, simplement de mauvaise ambiance, mauvais management d'équipe, on met ça sous le tapis. Et puis après, on va se réfugier sur l'artificiel, multiplier des écrits, donc des procédures à tout va, c'est la non-qualité. Il faut être clair que dans l'esprit de la norme ISO 9001, c'est un détournement. Et les versions, tous les 6-7 ans, il y a une nouvelle version de la norme. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très logique, simple, et qui met en évidence qu'on ne doit surtout pas confondre cette norme ISO 9001 avec la paperasse, etc. Donc, on ne doit pas avoir des obsédés de la qualité, la moindre virgule, de la moindre interprétation de telle ligne de la norme. Aujourd'hui, on demande aux auditeurs de se focaliser un peu plus, mais ils ne le font pas tous encore, les auditeurs, d'aller se focaliser sur l'esprit qu'il y a derrière, qui doit être un esprit de qualité, comme on l'a vu, on va tout regarder, et puis surtout un esprit de progrès continu, d'amélioration continue. Alors, par contre, là où je te rejoins complètement, c'est que la norme est victime d'une image qui était peut-être à ses débuts, elle n'était peut-être pas complètement optimisée, il faut bien le reconnaître, mais surtout, elle est victime d'un détournement qui est fait, et puis dans l'esprit des gens, si on commence à annoncer à ses collaborateurs qu'on veut mettre la norme ISO 9001 en place, oh là 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 là, on va avoir une usine à gaz, on ne pourra plus faire un pas sans avoir 36 signatures, etc. etc. De toute façon, c'est pour la galerie, ça sert à rien. Moi, je répète, c'est un détournement. Et là, heureusement qu'on a quand même des entreprises, et là encore, je reviens assez aux PME, aux petites structures, parce que les plus petites structures, d'ailleurs certifiées, peuvent n'avoir aucun salarié. Ça peut être un indépendant qui est ISO. Et je vous garantis que plus l'entreprise est petite et vous dirigez vers la certification, plus ça sera facile à obtenir, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, dès qu'on est des grosses sociétés, les grands groupes, souvent, on va se focaliser sur les apparences. C'est séduire l'auditeur le jour où il vient. Comme on séduit peut-être l'inspecteur du permis de conduire en faisant croire qu'on conduit à peu près bien, puis le lendemain, on fait n'importe quoi. Alors, bon, je caricature un peu, mais c'est ça. Cet esprit de la norme, comment faire Comment faire? Et puis, moi, je trouve ça intéressant, cette idée de l'indépendant qui obtient sa norme. Qu'est-ce qu'il fait, cet indépendant? J'imagine que c'est quelqu'un que tu as accompagné. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il doit prouver? Comment cette certification lui est transmise, alors que j'imagine qu'il n'a pas nécessairement les moyens d'avoir une pile de paperasse à côté. Non, surtout pas. D'ailleurs, un bon système de management de la qualité est d'abord et avant tout un système profond. On a vraiment la philosophie, mais surtout simple. Il faut privilégier la simplicité. Donc, quelque part, ce qu'on recherche, c'est l'efficience, c'est-à-dire l'efficacité au moindre coût.
Si on a des pertes de temps, s'il faut saisir des tas de données tout le temps qui sont pas réellement utiles, c'est une non-qualité. Alors pour revenir à l'indépendant, une démarche ISO, indépendant ou quelle que soit l'entreprise, d'abord on peut avoir des entreprises qui n'ont pas un travail énorme à faire, parce que même si elles connaissaient pas du tout la norme ISO, il y avait des réflexes de bon sens. Si d'abord on est sincèrement, j'allais dire, soucieux de satisfaire le client, naturellement, on va avoir une certaine organisation, même très simple, qui va aller dans ce sens-là. Et là, on n'aura pas généralement beaucoup de travail additionnel à faire pour obtenir la norme. Alors, si par contre on est désorganisé, que finalement on affiche qu'on se préoccupe du client, mais c'est pas la réalité sur le terrain, alors là, le boulot peut être gigantesque. Alors, comment ça se passe? Un exemple précis là voilà. Pour un freelance ou pour une PME justement de missions sur lesquelles il n'y a pas eu énormément de boulot parce que les choses étaient déjà faites, mais si tu peux nous donner des cas concrets. Bien sûr. On peut même expliquer simplement comment ça se déroule de manière très simple. Donc l'approche ISO, il y a la première étape, c'est d'abord de travailler, j'allais dire de manière cohérente sur on va dire, on peut prendre l'image de chantier cohérent, c'est ce qu'on appelle les processus. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut améliorer la qualité, admettons, on commence par le parti commercial. On peut le faire comme on le faisait avant, on va réunir l'équipe commerciale. Alors, c'est une petite entreprise, il y a peut-être des gens en marketing, des gens à la vente, on réunit le commercial. La logique, ça va être d'abord, bien sûr, d'identifier ce qui va pas, les problèmes qu'on peut rencontrer, ce que les clients nous font remonter, des clients, même des choses du type, des clients ont du mal à nous joindre au téléphone quand ils ont besoin de nous joindre, etc., etc. Alors, on identifie donc des non-qualités, et un principe très logique après, c'est quelles actions on peut envisager de mettre en place. Alors, comme je viens de le dire, là, on a réuni, on est parti de l'organigramme, on a pris service commercial. C'est ce qu'on faisait avant. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on risque de laisser de côté des problèmes importants qui relèvent du commercial, mais personnes qui ne sont pas intégrées au service commercial. Par exemple, le standard. Souvent, le standard, c'est pas dans l'organigramme commercial. Et admettons, au standard, des personnes prennent souvent mal les messages, répondent pas toujours bien aux clients. C'est peut-être pas leur faute. Elles ont peut-être pas été assez, ils n'ont pas été assez formées. Si on veut traiter de manière logique, cohérente, l'amélioration, la partie commerciale, il va falloir qu'on cesse de raisonner uniquement service commercial. On devra dépasser. Donc, on devra considérer le processus commercial. C'est-à-dire, quand on va aborder le meilleur accueil client, il faudra qu'on fasse venir nos standardistes pour réfléchir à ce qui ne va pas, comment on peut mettre en action. Alors, c'est juste une image un peu simpliste que j'ai pris, mais quand on raisonne processus, qui est la base de tous les systèmes de management de la qualité, c'est-à-dire pour être plus efficace, plus efficient, on ne se contente pas de réunir service par service. Là, on va avoir une petite part de transversalité. Complètement la philosophie du bouquin Acquisition Strategy Design, parce que l'idée, c'est de construire processus. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le bouquin, je le répète, parce qu'effectivement, on est dans cette logique-là. L'organisation, parce que je pense que je suis complètement d'accord avec toi qu'aujourd'hui les organisations par métier où on a les commerciaux d'un côté, les marketeurs de l'autre, les standardistes de l'autre, elles sont complètement inefficientes par rapport à des organisations par process. Donc là, on combat les silos, ce qu'on appelle ce terme à la mode depuis quelques années. Là, on est obligé les silos qui seraient les services. Et ça se retrouve dans les autres 9001, ce combat contre les silos. Mais c'est la base même, c'est la base même. Il y a 7 principes de base dans l'ISO. Bon, je passerai sur le détail des principes. Bon, le fait que ce soit d'ailleurs orienté client, c'est un des principes de base, que la direction s'implique. Mais sinon, on trouve mentionné, ils sont tout aussi importants, les 7 processus. En 3e ou 4e place, c'est l'approche processus. C'est-à-dire qu'on doit travailler pour travailler efficacement et de manière efficiente la qualité. On ne doit pas se contenter de raisonner service, on doit définir nos périmètres de travail pour commencer à analyser ce qui ne va pas. Et puis, ce qu'on peut mettre en place, c'est l'approche processus. Donc, dans une entreprise, généralement, une PME, on va définir 5-6 processus. Bien sûr qu'on aura le processus commercial, dont le pilote sera forcément le responsable commercial. On aura le processus RH, on aura le processus direction, etc.
Hein. Maintenant, j'ai dit processus commercial, mais si c'est une entreprise importante avec beaucoup de personnel en commercial, on va peut-être la scinder. On aura peut-être un processus marketing, un processus plus vente, etc. Ce qu'il faut, Bon, c'est bah, le faut que tu relis périmètre. encore Voilà. Acquisition Strategy Design pour avoir un Ouais, processus d'acquisition qui voilà. allie marketing, communication et vente. Euh, Exactement. Donc ça, c'est la première étape. Donc on doit définir clairement notre périmètre de travail et tout ça pour après identifier par tous les moyens qu'on veut, tous les moyens possibles, la norme impose rien, ce qui va pas, ce qui est à améliorer. Alors ça peut être des problèmes clients ou des problèmes que le client voit pas, mais qui sont des problèmes qu'on doit résoudre parce qu'un jour ou l'autre, comme je disais tout à l'heure, ça peut avoir des retombées sur le client. Et puis après, en théorie, c'est tout simple, c'est identifier les problèmes. Bon, en réalité, c'est pas toujours si simple. Et puis après, l'autre étape simple sur le papier, c'est quelles actions très concrètes on met en place pour justement y remédier. Et on va pas attendre d'avoir remédié à tout pour se faire certifier. Ce qu'on doit pouvoir montrer à l'auditeur, c'est notre méthode de travail, processus, qu'on cherche à identifier en permanence ce qui ne va pas, et puis qu'on a un plan d'action prévu. Hein. Mais on ne pourra jamais tout résoudre. C'est une démarche sans fin. On aura toujours des choses à améliorer. Hein. Et puis, bon, bah, après, on doit mettre quelques indicateurs pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc, il y a quelques étapes, donc je ne vais pas aller dans le détail, quelques étapes qu'il faudra mettre en place, d'audit interne, etc. Mais c'est simple. Et pour revenir à un exemple concret, la plus petite entreprise que j'ai accompagnée, c'est quelqu'un qui est tout seul, qui est formateur très pointu en sécurité en milieu industriel. Comme il a que des clients industriels, il s'est dit, tiens, ce sera peut-être un petit plus que je me fasse certifier ISO 9001. Là, la certification, alors c'est quelqu'un qui était déjà assez organisé. Entre le premier contact qu'on a eu, donc sa décision d'aller sur l'ISO, c'est un accompagnement très léger que j'ai fait, et puis le passage de sa certification, il s'est passé 3 mois et demi à peu près. Donc voilà, et puis il n'y a pas eu 3 mois de préparation, c'était simplement un petit peu d'étapes, et puis les délais de rendez-vous pour que l'organisme choisi ait un auditeur libre pour venir certifier. Et ça a été quand même simple à mettre en place. Alors, il y a quand même un coût incompressible, c'est difficile de négocier en dessous d'une demi-journée d'audit auprès de l'organisme. Bon, voilà, ça a été une dépense. J'ai un petit peu marchandé pour le compte parce que c'est exceptionnel qu'il y ait une si petite entreprise. Là, le coût d'audit incompressible avec les audits de renouvellement au bout de 12 mois, 24 mois, qui sont des audits légers, délivrance de certificats. Ça, on est passé donc à 3 300 euros hors taxe. Je crois, voilà. C'était le seul coût direct. Bon, après un petit peu de temps de travail, voilà. Très bien. Christine nous pose la question, ok, mais les organismes de certification ne sont-ils pas déjà biaisés dans leur approche avec l'obligation de rentrer tout le monde dans des cases déjà définies? Très bonne question. Et là, c'est des sujets qui n'est pas politiquement correct d'aborder, mais on va l'aborder, parce que moi, là j'ai peur de rien. Alors, c'est vrai que je travaille souvent avec AFNOR AFAC, mais je suis pas auditeur par tierce partie. Je pourrais, mais il faudrait que je suive une formation. À peu près, il faudrait que je fasse quasiment que ça. Par contre, j'aide des entreprises à passer leur audit, et puis parfois, je viens en renfort pour des audits internes où il doit y avoir un petit regard extérieur quand même. Alors, par contre, oui, c'est clair que on a à peu près une quinzaine d'organismes d'audit qui œuvrent sur le territoire français. Il y a une concurrence entre eux. Donc, ils vont au niveau des audits, ils vont pas forcément trop fouiller. Alors, c'est clair, parce que sinon, si un organisme se détachait par sa, entre guillemets, sa sévérité, il perdrait tous ses clients. Alors, ça, c'est vrai. Par contre, il y a quand même des consignes régulièrement rappelées, notamment par l'organisme ISO, qui a son siège à Genève, un peu des rappels à l'ordre pour dire attention, vous les auditeurs, votre mission consiste quand même aussi à, par exemple, ne pas rester qu'avec la direction ou avec les responsables de processus, aller aussi un petit peu sur le terrain, interroger les gens un petit peu au fil de vos rencontres, etc. Mais la remarque est tout à fait entendable et je le répète, c'est le même biais, même si les organismes montaient le niveau encore des audits, si vous voulez, c'est comme le biais de l'inspecteur du permis de conduire. On peut avoir des gens qui feront tout ce qu'il faut pour obtenir un permis de conduire et puis qui en réalité font après n'importe quoi.
Alors, il maîtrise peut-être les bases de la conduite, mais il décide de ne pas respecter une limitation de vitesse, de jamais laisser les gens traverser sur les passages piétons, et etc., etc. Hein, de prendre des substances illicites en conduisant, et voilà, c'est la même chose. Donc, ce qui compte, c'est pas de se focaliser là-dessus. Effectivement, on peut se dire qu'il y a des entreprises qui méritent pas intrinsèquement leur certification. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Moi, je dirais que si on regarde, si on est exigeant, si on regarde la vraie philosophie de l'ISO 9001, il y a peut-être 20% des entreprises qui ont vraiment la logique ISO 9001 chevillée au corps. Et là, pour elles, tant mieux pour elles, parce que c'est là un véritable outil de progrès, de progression. Les autres, bon ben voilà, c'est les apparences. Et malheureusement, ça peut effectivement nuire un peu à l'image de l'ISO 9001, parce qu'on peut entendre dans les propos, ouais, ça va être une usine à gaz. Bon, en réalité, c'est faux, c'est qu'on détourne ça, mais on peut entendre aussi, ouais, de toute façon, si on devient ISO 9001, il n'y a qu'à voir, tiens, telle boîte ou un de nos fournisseurs, ils sont ISO 9001, puis il faut voir ce qu'ils nous livrent. C'est des remarques qui ne devraient pas être, mais malheureusement, c'est ça. Donc moi, ce qu'il faut se focaliser beaucoup plus quand on mène une démarche, c'est pourquoi on le fait. Un simple vernis ou un véritable outil de progrès. Et c'est là où on trouvera d'ailleurs la rentabilité, parce que si on va vers une qualité, une satisfaction du client, on aura beaucoup moins de mal à défendre nos marges. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre en France. Hein, vous prenez, je prends un exemple tout bête d'entreprise comme Miel, ou plutôt Mille, si on prononce à l'allemande, hein, grosse PME d'électroménager. Ils arrivent à vendre, même auprès de gens qui ne sont pas très fortunés, hein, des lave-linges, des lave-vaisselle, bien plus cher, mais parce qu'il y a une fiabilité, une durabilité nettement supérieure. Et les gens commencent à comprendre que, bon, pas cher finit par coûter très cher. C'est une remarque qu'on peut faire. Alors, il y a le problème des qualiticiens aussi, parce que ça, c'est un gros défaut. Alors, on l'a soulevé plusieurs fois. Alors, si tu veux, je l'aborde maintenant, dire deux mots sur des excès. Hein. Alors, il faut savoir, dans les entreprises, on a encore aujourd'hui, malheureusement, un certain nombre de responsables qualité, ou souvent ces titres responsables QSE, qualité, sécurité, environnement. Souvent, c'est un peu regroupé. Alors, on en a qui sont des gens très bien, qui sont vraiment des moteurs pour l'évolution de l'entreprise, parce que c'est un poste éminemment clé, hein, si ça fonctionne bien. Parce que c'est toute l'entreprise qui est drainée, qui est tirée vers le haut, vers un fonctionnement plus rationnel, plus en phase avec le client, plus en phase avec toutes les parties prenantes. Mais on a encore pas mal de cas, on a des qualiticiens qui sont vraiment qualiticiens, on pourrait dire au mauvais sens du terme, c'est un peu obsédés du moindre détail de la norme, qui vont vouloir multiplier des procédures qui sont en réalité inapplicables, et on aura souvent des systèmes qualité plaqués d'en haut, qui paraissent plaqués d'en haut. Et puis ça descend sur les collaborateurs de base, les opérateurs de base, qu'ils vivent très mal. Parce que si on veut améliorer réellement la qualité, là je vous pose une question. Est-ce qui a les meilleures solutions pour traiter tel ou tel problème? C'est les gens qui sont sur le terrain, qui sont confrontés tous les jours à ces difficultés-là. Même d'ailleurs pour détecter les problèmes. Alors parfois, on peut avoir des gens qui vont pas vouloir soulever tel problème parce que ça pourrait mettre en cause peut-être des fois leurs propres compétences. Mais on arrive assez bien quand même à détecter ce qui va pas. Et donc, ce sont des gens de terrain qui ont des solutions. Donc là, c'est une bonne approche de la qualité. Mais malheureusement, on a encore souvent cette approche aussi un peu qualiticienne, puis l'impression de responsables qualité totalement hors sol, qui descendent jamais sur le terrain, qui sont sur de la procédure, sur la description très savante de processus, avec des cartographies très compliquées, des flèches de partout, personne n'y comprend rien. Ça a l'allure de la qualité, c'est pas de la qualité. Merci beaucoup Jean-Marc. On arrive à la fin de ce webinaire. On a une question avant de conclure de Fabien. Y a-t-il une guerre des normes entre ISO, AFNOR et autres? Alors, c'est pas une guerre des normes. Dans la question entre ISO et AFNOR, non, il y a une norme principale dès qu'on parle de système de management de la qualité qui est ISO 9001. Après, on a des versions des normes un peu qui peuvent venir compléter pour des entreprises qui travaillent par exemple dans l'instrumentation médicale, qui travaillent pour l'aéronautique, etc. Mais la base reste quand même ISO 9001. Puis après, on peut compléter par une norme ISO Intel ou la 14001, qui est un petit peu plus connue, qui est orientée environnement.
Et en général, les entreprises qui vont vers la norme ISO 14001 sont ISO 9001. Donc, c'est pas une rivalité entre normes. Par contre, entre organismes, oui, ça peut se produire, sachant qu'il y a quand même des organismes qui ont, on va dire, qui sont choisis de manière prioritaire. Bon, il y a l'opérateur historique français qui a quand même une assez bonne renommée, hein, qui est donc AFNOR, AFAC. C'est un des plus anciens. Bon, je pense que c'est pas parce que je travaille épisodiquement avec eux, je vais dire, mais c'est quand même du sérieux. Après, on peut trouver aussi même des étrangers. On peut avoir des entreprises françaises hein, qui vont choisir, par exemple, l'organisme allemand TÜV, hein, TÜV Rheinland. Pourquoi? Pas besoin de parler allemand, même pas besoin d'être obligé d'exporter en Allemagne, mais parce que il y a l'image un peu allemande, etc., certifiée par un organisme allemand. Donc, ils ont des bureaux, par exemple, sur Lyon, enfin, différents endroits. Voilà. Les Suisses, SQS, par exemple, voilà, ça peut aussi être un choix. Alors, c'est vrai qu'il y a une certaine concurrence hein, entre les organismes. On peut dire sur la quinzaine, doit en avoir 4 ou 5 qui sortent un petit peu du lot. Mais ça devrait pas, parce que normalement, ils devraient être certifiés sur les mêmes bases, avoir la même politique, mais dans les faits, on est sur l'humain, on peut avoir des petites différences, hein, c'est clair. Ben, merci beaucoup Jean-Marc. Tu as un petit mot de conclusion Alors, moi, la conclusion serait très simple. Moi, je pense que un des fondements aujourd'hui de toute démarche commerciale et marketing devrait être déjà à la base de se focaliser beaucoup plus sur la qualité, qualité de produits ou de services, qualité de fonctionnement de l'entreprise. Ça va devenir de plus en plus crucial dans les années à venir parce que, aussi bien en B2C qu'en B2B, parce qu'aujourd'hui, les gens ont un petit peu marre d'avoir une multiplication de grands écarts entre, on va dire, les promesses faites et puis la réalité. Et ça peut être mortel, hein, ce grand écart. Il faut se recentrer là-dessus. Et puis, bien entendu, que tout ce qui est commercialisation, tout ce qui est marketing aussi, ce qui est communication est vital parce que on peut avoir parfois des entreprises qui ont de très bons produits, de très bons services, ça c'est vu, et qui ne savent pas les vendre et malheureusement qui en souffrent. Mais ça doit être une priorité absolue aujourd'hui de travailler ça parce que là, le fossé est trop grand aujourd'hui, en moyenne. Mais alors, je suis encore plus à l'aise si derrière qualité, les gens pensent expérience. Parce que pour moi c'est un peu plus vaste cette notion de qualité et ça nous sort du produit et on est vraiment dans ce que ressent le client, le collaborateur, etc. C'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine avec Pierre Menant, je vous en ai parlé, c'est avec lui que j'écris le livre sur l'organisation centrée client. Donc on va continuer notre discussion avec une organisation avec 3 pôles, l'acquisition, l'expérience et l'offre. On vous raconte tout ça la semaine prochaine. C'était super intéressant, Jean-Marc. Merci beaucoup. J'espère que parmi vous, il y en a qui ont envie qui voient maintenant la qualité autrement, qui la sentent plus comme quelque chose au cœur de leur processus pour se transformer, pour atteindre une excellence opérationnelle, pour progresser. Moi, c'est comme ça que je l'ai entendu et j'y réfléchis, même si je suis déjà dans une démarche comme ça de progression autour des processus. Donc, à voir si à un moment donné, on travaillera pas ensemble pour mettre ça en place chez 1 minute 30. Merci à tous et merci à vous. Merci. Si tu peux répondre dans le chat à Christelle, pourquoi doit-on payer pour pouvoir lire la norme? C'est une bonne question. Et moi, de mon côté, je vais essayer d'aller regarder ce que fait Natacha Tréant au niveau des normes. Merci beaucoup. À très vite. À la semaine prochaine. C'était encore une fois hyper sympa. Salut Jean-Marc. Eh bien, à bientôt, j'espère. Voilà. Au revoir à tous.